converser. Nous étions toujours d'accord, ma femme et moi, sauf sur le chapitre de l'argent. Je possédais un magasin de fourneaux, poêles et accessoires électriques dans le quartier de San Giovanni, un quartier peu aristocratique, ce qui n'assure pas aux commerçants des recettes régulières. Il y avait de bonnes journées, par exemple quand je vendais un fourneau de 40 000 lire, et puis de mauvaises où l'on ne venait m'acheter qu'une ampoule électrique de 300 lire. Mais c'est justement ce que Valentina ne voulait pas comprendre. Pour elle, j'étais avare, et mon avarice consistait à tenir mes comptes de caisse, à marquer les entrées et les sorties de capitaux, et, quand je manquais d'argent, dame à le dire. Elle se mettait alors à crier « Tu es un avare, j'ai épousé un avare !» Je répondais « Mais pourquoi m'accuses-tu sans preuve? Tu n'as qu'à venir au magasin. Pourquoi ne viens-tu pas à la banque? Je te montrerai ce que je vends et ne vends pas. Je te ferai voir jusqu'où mon compte est descendu. » Elle déclarait que, pour la voir au magasin, il n'y fallait pas compter car elle n'avait rien d'une boutiquière, son père ayant été fonctionnaire, et quant à la banque, comme elle n'y comprenait rien, elle n'irait pas non plus s'y renseigner. J'avais donc qu'à la laisser tranquille. Et puis elle m'expliquait, presque affectueusement, « Vois-tu, Augusto, tu es avare. Note que, avec cela, tu dépenserais bien tout ce que tu as. Tu ferais même des dettes. Mais tu es avare, ce qui ne signifie pas que tu ne veux pas dépenser, mais que tu n'aimes pas dépenser. Qu'est-ce qui te fait penser cela? Tu fais toujours une drôle de tête quand il s'agit de tirer ton porte-monnaie. Mais quelle tête? Une tête de pingre. En ce temps-là, j'étais amoureux de ma femme, toute ronde, blanche et rose, appétissante, fraîche. Valentina était à l'horizon de toutes mes pensées. Je ne trouvais rien à redire à ce qu'elle passât ses journées à ne rien faire, à fumer des cigarettes américaines, à lire de petits illustrés et à aller au cinéma avec ses amis. L'aimant comme je l'aimais, j'avais toujours l'impression que la raison était de son côté et les torts du mien. L'avarice est un vilain défaut, certes, et, à m'entendre sans cesse traiter d'avare, j'avais fini par croire que je l'étais. Aussi, au lieu de la remettre à sa place en lui disant « Finissons avec cette histoire d'avarice, je suis le seul, je crois, à savoir combien nous pouvons dépenser. » Il suffisait qu'elle s'exclamât « Le voilà bien, le pingre !» pour que, terrorisé, je sorte mon portefeuille et paye sans sourciller. Et comme, fine mouche, elle avait compris cette faiblesse, elle ne me laissait pas de repos. « Augusto, il nous faut la radio, tout le monde a une radio. » Mais, Valentine, un poste de radio coûte cher. Allons, ne fais pas l'avare, avec tout ce que tu as en banque, tu voudrais me faire croire que tu ne veux pas t'acheter une radio. Bon, achetons-la cette radio. Une autre fois, c'était « Oh, Augusto, j'ai vu une paire de souliers ravissants. Tu me donnes de l'argent pour les acheter. Mais tu en as acheté une paire l'autre jour. Cela, oh, mais c'était des sandales. Allons, ne fais pas l'avare. Tiens, voilà ton argent. » En somme, elle avait trouvé à la fois le moyen infaillible de me faire payer et de me faire taire, et cela ne ratait jamais. Je payais avec l'espoir qu'un jour, elle finirait par reconnaître que loin d'être pingre, j'étais généreux de nature, ce que je pensais d'ailleurs, mais ce n'était qu'une illusion passagère. Peut-être devinait-elle que je dépensais par amour-propre, pour l'obliger à juger autrement, pour vaincre son obstination à me traiter d'avare. De son côté, elle mettait un point d'honneur à ne pas s'avouer vaincue. Peut-être n'était-ce de sa part que manque d'intelligence. Elle s'imaginait qu'à l'image de ces véritables avares, qui, lorsqu'ils ont 100 pièces d'or, se plaignent partout de n'en avoir que 10, je lui cachais je ne sais quelle richesse. Par ailleurs, elle avait raison de dire que je craignais la dépense. C'est que je connaissais nos disponibilités et que, au train où nous allions, je voyais que nous n'aurions bientôt plus rien. Je m'étais marié avec un magasin bien achalandé et un compte en banque de près d'1 million. Maintenant, malgré tous mes efforts, tout en ne versant plus rien à la banque et passant tous mes gains dans notre ménage, mon compte diminuait de plus en plus. D'abord 900 000, puis 800 000, puis 700, puis 600. Je décidai qu'à 500 000 je m'arrêterai et préviendrai ma femme. Je dois
dire que j'attendais ce moment avec une certaine anxiété, me rendant compte que si ce jour-là je ne la mettais pas au pied du mur, j'étais perdu. En attendant, le temps passait et mon compte s'amenuisait. De 600 000 lires, il était passé à 550, puis 525. Un matin, j'allais retirer ces 25 000, revins chez moi et dis à Valentine: Tu vois ces billets? Pourquoi me les montres-tu? Aurais-tu l'intention de m'en faire cadeau? Non, je n'ai pas cette intention. Bien entendu, toi, me faire un cadeau, ce serait trop beau. Attends, je te les montre parce que ce sont les derniers. Je ne te crois pas. Tu as tort, c'est vrai. Tu veux dire que tu n'as plus un sou à la banque? Si, j'en ai encore, mais cela représente le minimum pour un commerçant comme moi. Si je dépensais ce qui me reste, je n'aurais plus qu'à fermer boutique. Tu vois bien que tu en as encore, alors pourquoi me tourmentes-tu? Laisse-moi tranquille, tu voudrais ensuite que je ne t'appelle pas avare. Je m'étais juré de rester calme, mais à ce mot d'avare, je bondis. Non, je ne suis pas avare, mais nous vivons au-dessus de nos moyens, voilà tout. Encore une fois, viens au magasin, viens à la banque. Laisse-moi tranquille avec ton magasin et ta banque. Fais ce que tu veux, s'il te plaît d'être un harpagon, mais ne me tracasse pas. Imbécile. C'était la première fois depuis notre mariage que je l'insultais. Avez-vous jamais vu s'enflammer du pétrole quand on approche une allumette? Telle fut Valentine, toujours si calme et presque indolente d'ordinaire. À ce mot qui m'était échappé, elle se répandit en injures, et plus elle en sortait, plus elle en trouvait de nouvelles. Comme à la cueillette, une cerise en attire une autre. Il faut dire qu'elle m'en voulait depuis longtemps, et que ce qu'elle déversait maintenant, elle le gardait en elle depuis je ne sais combien de temps. Elle ne se servait pas de simples injures, d'injures d'hommes telles que canaille, fripon, vaurien, qui, au fond, ne font de mal à personne. Non, c'étaient des injures de femmes, subtiles, qui vous entrent sous la peau comme des aiguilles, qui y restent implantées et vous piquent un peu partout dès que vous faites un mouvement. Des injures qui frappaient ma famille, mon métier, mon physique, non des mots grossiers, mais des phrases méchantes, perfides, qui vous coupaient le souffle. Ah, je ne la connaissais pas, Valentine, et si je n'avais éprouvé tant de douleur à l'entendre me parler ainsi, j'aurais été éberlué. Finalement, elle se calma, et soit un peu de honte, soit de lassitude après une aussi longue scène, je me mis à pleurer comme un enfant, agenouillé devant elle, le front contre ses jambes. Mais tout en pleurant et lui demandant pardon, je sentais que quelque chose était fini et que je ne l'aimais plus, et cette pensée me remplit d'une telle amertume que mes larmes coulaient de nouveau plus fort. À la fin, je repris mon calme, lui fis cadeau de 5000 lires et sortis. J'avais encore 20 000 lires, mais je n'aimais plus ma femme, et pour me venger d'elle, j'étais décidé à lui démontrer que je n'étais pas avare. Tu sais, je pour cela me ruinais complètement. Pourtant, avant de mettre mes projets à exécution, j'éprouvais un doute, une hésitation, presque une terreur, comme à la mer lorsqu'on va se jeter à l'eau et que, de loin, les vagues vous font peur. Je me trouvais au bord du Tibre, sous un soleil de printemps qui échauffait doucement sans brûler. Je vis au bout du pont un mendiant, le visage tourné vers le soleil, qui tendait la main, accroupi par terre. En lui voyant ce visage si serein, ses yeux mi-clos et cette bouche presque souriante, je pensais: de quoi as-tu peur? Deviendrais-tu comme lui que tu serais encore plus heureux que maintenant? Alors je froissai dans mes mains ces billets de 1000 qui gonflaient ma poche, et en passant j'en jetai un dans le chapeau du mendiant. Comme il était aveugle, il ne me remercia pas et continua à tendre son visage au soleil, en répétant les paroles habituelles à tous les mendiants. Un peu plus loin, après le pont, je passai devant un magasin d'horlogerie, y entrai et, sur le champ, sans hésiter, j'achetai une montre pour ma femme d'une valeur de 18 000 lires. Il ne me restait plus qu'un billet. Je pris un taxi et me fis conduire à mon magasin. Déjà, je me sentais mieux, quoiqu'une vague peur demeurât au fond de moi, mais je me réconfortai en refusant toute la matinée la marchandise aux clients. À l'un, je disais que l'article qu'ils
bracelet montre. Elle me tendit son bras et, avant d'y fixer le bracelet, j'y déposai un baiser sonore, un baiser de mari amoureux. Mais en même temps, je pensais, prends cela, c'est un baiser plus faux que celui de Judas. Je dois dire qu'elle semblait avoir du remords de toutes les vilaines choses qu'elle m'avait dites, car elle fut toute grâce et mièvrerie. Mais désormais j'étais glacé. Au-dedans de moi, le ressort de l'amour s'était rompu, et il n'y avait plus rien à faire. Les jours suivants, je continuai à exécuter mon plan. Je lui apportais sans cesse quelques cadeaux. Au magasin, je refusais même d'écouter les clients, me bornant à leur déclarer que je ne voulais rien vendre. Un demi-million, ce n'est pas grand-chose, et au bout de 2 mois, pas davantage, il ne me restait plus rien. Valentina n'avait aucun soupçon. Elle continuait à lire ses revues, à fumer des cigarettes américaines et à aller au cinéma avec ses amis. Seulement, de temps en temps, devant un nouveau cadeau, elle disait pour la forme: « Tu vois, c'est moi qui avais raison. Tu me disais que tu n'avais pas d'argent, que tu étais pauvre, que tu ne pouvais t'en tirer. Maintenant, tu dépenses beaucoup plus. Tu es, je ne dis pas généreux, mais moins avare, et tu trouves tout de même l'argent nécessaire. » Je ne disais rien, mais à part moi, je répétais: « Attends avant de chanter victoire. » Un jour, je retirai à la banque mes dernières 5000 livres, et j'achetai une quantité de paquets de cigarettes, de manière à ne garder que 300 livres. C'était le matin, de bonne heure, et, au lieu d'aller au magasin, je retournai chez moi, allai dans la chambre à coucher et, tout habillé, mes souliers aux pieds, je m'étendis sur les draps encore défaits. Valentina, qui dormait encore, se retourna dans son sommeil, murmurant: « Tu ne vas pas au magasin? C'est donc dimanche. » Et elle se rendormit. Je me mis à fumer une cigarette sur l'autre, attendant son réveil. Elle dormit 1 heure encore, puis s'éveilla. « Quoi, dit-elle, c'est donc fête aujourd'hui? » « Oui, c'est fête. » Elle se leva, s'habilla lentement, mais en me demandant de temps en temps: « Quelle fête est-ce donc ?» Comme si elle doutait de ce que je lui disais. J'attendais l'instant où elle allait me demander de l'argent pour le marché. Malgré sa paresse, c'est elle qui faisait toujours les achats et la cuisine, se faisant aider par une fillette à demi-journée. Après avoir passé dans la salle de bain, elle sortit toute prête, alla à la cuisine pour parler avec la petite bonne et faire le café. J'allai la retrouver et nous bûmes notre café en silence. Cependant, elle insista. « Lucia me dit que ce n'est pas du tout fête. Tous les magasins sont ouverts. »« C'est ma fête à moi, répondis-je simplement, et je m'en fus me recoucher avec mes souliers et tout le reste. Sur le moment, Valentina ne dit rien. Elle resta même un moment à la cuisine, parlant avec la petite bonne. Le temps, je pense, de me montrer qu'elle ne me prenait pas au sérieux. Finalement, elle apparut sur le seuil, les mains sur les hanches, et déclara: « Si tu ne veux pas travailler, cela ne me regarde pas. Tu es maître de rester au lit, mais si tu as envie de manger, tu feras bien de me donner de l'argent pour le marché. » Je soufflai ma fumée au plafond et répondis: « De l'argent, je n'en ai pas. »« Comment, tu n'en as pas? »« Non. »« Que veut dire ce caprice? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Si tu ne me donnes pas d'argent, je n'achèterai rien, et si je n'achète rien, nous ne mangerons pas. »« En effet, répondis-je, je crois bien que nous ne mangerons pas. »« Ah, dit-elle, je vais à côté, je n'ai pas de temps à perdre, mets l'argent sur la commode. » Je continuai à fumer et quand elle revint au bout de quelques instants, je lui dis gravement: « Valentina, je parle sérieusement, je n'ai plus un sou, il ne me reste plus que 300 livres en tout. Nous n'avons plus rien. Mais tu as ton compte en banque, l'avarice te reprend maintenant. » Je ne suis pas avare, je n'ai plus rien. Regarde d'ailleurs. Je sortis de ma poche le livret de la banque et lui montrai. Cette fois, elle ne protesta pas qu'elle n'y comprenait rien, et une expression d'épouvante passa sur son visage. Elle regarda le livret, puis se laissa tomber sur une chaise, le souffle coupé. « Tu me disais que j'étais avare, expliquai-je, et plus je dépensais, plus j'étais pour toi un avare. Alors je me suis ruiné exprès, j'ai tout dépensé, au magasin
magasin, je n'ai plus rien vendu. Et maintenant, c'est fini. Je n'ai plus rien, et nous n'avons même pas de quoi manger. Mais au moins, tu ne me diras plus que je suis avare. Tout à coup, elle se mit à pleurer. Davantage, semblait-il, parce qu'elle comprenait que je ne l'aimais plus que pour le fait en lui-même. Tu ne m'as jamais aimé, dit-elle, et maintenant tu veux même me laisser mourir de faim. Par force, dis-je, puisque je n'ai plus d'argent. Eh bien, je te quitte, je retourne chez maman. Elle sortit de la pièce et, du même coup, sortit de ma vie, car de ce matin, je ne la revis plus jamais. Au bout d'un moment, je me levai et quittai la maison à mon tour. C'était une journée de soleil. J'achetai une miche et allai la manger sur le quai du Tibre. En regardant couler l'eau, je me sentis tout à coup envahi de bonheur, et je pensai que ces 2 années de mariage n'avaient été qu'une aventure sans conséquence. Lorsque je serai vieux, ces 2 ans ne seraient dans mon souvenir pas plus longs que 2 jours. Je mangeai lentement mon pain et bus au bec d'une fontaine. Plus tard, j'allai trouver mon frère pour lui demander l'hospitalité jusqu'à ce que j'aie trouvé du travail. J'en trouvai, en effet, comme simple électricien quelques semaines après. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais revu Valentina, mais savez-vous ce qu'elle raconte partout? Que je suis un gaspilleur, un panier percé, qu'elle n'était jamais parvenue à me faire mettre un sou de côté, et que cette raison même l'avait poussée à me quitter.